Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique, où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Raval pour aborder une nouvelle thématique sur les actions internationales menées par les États-Unis sous la présidence Trump. Nous avons eu l'occasion d'aborder les États-Unis dans les relations internationales, mais moins l'action propre au président Donald Trump, qui va être l'objet de notre séance d'aujourd'hui. Y a-t-il une doctrine Trump dans les relations internationales? Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier. Alors, nous avons l'habitude d'aborder les États-Unis, on le croit souvent dans les questions qu'on traite des relations internationales, et puis nous avons chacun d'entre nous une relation presque personnelle aux États-Unis, et on pourrait même lancer sous forme de boutade que nous sommes tous des électeurs américains pendant la période des élections présidentielles. Relation personnelle et affective qui est exacerbée aujourd'hui par la personnalité qu'on pourrait dire controversée du président Trump. Mais justement, l'objet des rendez-vous de la géopolitique, c'est de sortir de la passion, de l'affect, pour essayer de prendre le recul nécessaire à l'étude des faits. Alors, puisque le sujet d'aujourd'hui est celui de la doctrine Trump, peut-être est-il nécessaire de déterminer ce qu'est une doctrine d'abord. Oui, absolument. La présidence Trump a souvent été un peu réclamée comme thématique par nos étudiants qui s'étonnaient de voir qu'on traitait peut-être les États-Unis ou d'autres problématiques, mais que jusqu'à présent, on n'avait pas encore abordé la présidence Trump. En fait, il y a deux explications que vous avez eu raison de souligner. D'abord, la nécessité que de prendre un peu de recul. Rappelons que la présidence Trump, finalement, est encore assez récente, 18 mois, puisque le président Trump a été élu le 16 novembre 2016 et qu'il est rentré en fonction le 20 janvier 2017. Ensuite, c'est le moins qu'on puisse dire, sa personnalité est très controversée, donc il y a quand même beaucoup de passion, voire de pulsions qui se conjuguent. Et donc il était vraiment nécessaire de prendre en plus du recul en essayant de poser un raisonnement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la meilleure façon que d'essayer de percevoir la politique des affaires étrangères sous la présidence de Donald Trump, ce serait de commencer par rappeler la logique de la doctrine aux États-Unis. Parce que c'est une logique qui est un peu particulière ou singulière aux États-Unis, même s'il y a d'autres pays qui le pratiquent, mais c'est moins courant en Europe. Donc déjà, qu'est-ce que recouvre la notion de doctrine ? La doctrine aux États-Unis depuis la naissance du pays le 4 juillet 1976, c'est une démarche assez classique dans laquelle on a un président américain, souvent lors d'un discours qui de fait devient fondateur, cherche à dégager quelles seraient les grandes lignes de lecture du monde géopolitique et qui en découlerait finalement quelle devrait être l'attitude en termes de stratégie et de moyens déployés des États-Unis d'Amérique. Je crois que nos étudiants seraient assez surpris de voir d'ailleurs le nombre de doctrines qui ont été développées aux États-Unis depuis pratiquement plus de 200 ans. Alors je me contenterai d'en évoquer les plus célèbres. Il y a la doctrine Monroe de James Monroe, édictée en 1823, qui édicte d'ailleurs un rapport des États-Unis avec les États d'Amérique du Sud et les États européens, qui nous affine plutôt sur une logique d'isolationnisme jusqu'au début du XXe siècle. Il y a une doctrine un peu moins connue, mais qui a beaucoup marqué les États-Unis, la doctrine de Theodore Roosevelt, qui est expliquée en 1901, la fameuse théorie du big stick, en disant dans les relations internationales, on est dans un rapport de force, ça on va y revenir. Il y a une théorie plus connue de Woodrow Wilson, qui a été énoncée lors des 14 points dans un discours en janvier 1918, et qui va d'ailleurs, moi j'insiste sur ce point, parce que là, à l'énoncer, on pourrait se dire, oui, mais tout ça reste assez conceptuel. Sauf que concrètement, les 14 points Wilson vont amener la création de la Société des Nations et dans la continuité de l'ONU. Et c'est un bouleversement dans les relations internationales que de vouloir mettre une assemblée générale des Nations Unies. Et puis, plus proche de nous, il y a aussi la doctrine Truman, la fameuse endingment durant la guerre froide sur le monde communiste, et la théorie des dominos, qui elle aussi deviendra concrète, puisque le général Eisenhower, qui va la conceptualiser, va dire que quand il y a un pays qui connaît une révolution communiste, le risque, c'est qu'ils finissent par finalement influencer ses voisins et les rendre eux-mêmes communistes. Donc, ça va amener la guerre du Vietnam qui va durer 20 ans, entre 1954 et 1974. Malheureusement, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu ce discours fondateur de la part de Trump, qui communique plutôt par tweet. Sans tomber dans la caricature, c'est quand même assez vrai, y compris sur des sujets sensibles. Donc, on ne va pas être à même de s'appuyer sur ce discours-là. Si vous me permettez d'ailleurs une dernière remarque, vous soulignez que Trump est assez décrié. Ce n'est pas la première fois qu'un président des États-Unis est décrié. On peut se rappeler de W. Bush, qui a été très décrié, et même de Ronald Reagan, comme le rappelle très bien Françoise Coste dans la biographie qu'elle lui consacre sur la présidence entre 1980 et 1988. Pas de grand discours fondateur, une communication par tweet,
des collaborateurs qu'on peut cerner mais qui démissionnent. Très difficile de lire la présidence Trump. Sinon, il y a une chose factuelle qui est vérifiable sous l'angle des faits et des actions qui sont engagées à l'international. Est-ce qu'on peut dégager de ces actions et de la façon dont il traite les dossiers une ligne directrice de la politique Trump? Alors ça, c'est le premier réflexe en termes de méthodologie, on pourrait dire pour nos étudiants, qui conviendrait d'appliquer aux relations internationales et qui a la facilité, parce que c'est peut-être ça un peu l'inconvénient, de nous plonger dans l'immédiateté ou dans le factuel ou dans les événements tels qu'on les connaît de façon contemporaine. Malheureusement, si c'est une démarche qui est naturelle et un peu plus aisée, elle ne va pas nous être d'un précieux secours en l'occurrence, parce que là, avec le recul, on peut distinguer 3 types de comportements sous la présidence Trump. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels on ressent une attitude à long terme ou une ligne directrice, pour reprendre le terme très juste que vous employez. Je pense notamment aux accords sur le climat de Paris, où on a bien compris que là, de toute façon, les États-Unis sortiraient, ou au rapport avec l'Iran, qui est un pays qu'on avait évoqué dans une séance précédente. On voit bien que là, non seulement il y a une remise en cause du traité sur les accords nucléaires du 14 juillet 2015 à Vienne, et maintenant même avec une politique de sanctions économiques. Mais le problème, c'est que ces dossiers sont quand même très très restreints. Il y en a beaucoup plus, d'une part, qui sont dans l'ambiguïté, non pas parce qu'ils sont ambigus en eux-mêmes, mais parce que leur confrontation justement, peut laisser dubitatif quant à la ligne suivie. Je vais prendre 2 exemples, si vous me permettez. On voit bien que les États-Unis d'Amérique ont reconnu Jérusalem, ça a fait grand bruit, comme capitale d'Israël, ce qui peut laisser à penser à une certaine ligne directrice, mais précédemment, en mai 2017, puisque la reconnaissance de Jérusalem, c'est le 6 décembre 2017, Donald Trump avait fait des accords commerciaux à échelle de 380 milliards avec l'Arabie saoudite, dont un tiers était consacré à l'armement. Donc quand on conjugue les deux, c'est assez difficile de voir s'il y aura une politique alors pro-israélienne, comme c'est classique aux États-Unis, mais qui a l'air de vouloir se rapprocher aussi d'un pays comme l'Arabie saoudite. Et puis alors, il y a des dossiers qui laissent encore plus dubitatifs, sur lesquels il y a clairement des contradictions à l'intérieur du dossier. Et là, il y en a notamment 2 qui sont les plus marquants. Il y en a même d'ailleurs qu'on évoquera par la suite sur les rapports avec les pays européens. Mais quant à la Corée du Nord, c'est même édifiant, Olivier, si vous me permettez. Parce qu'il faut se rappeler, le 19 septembre quand même 2017, les propos particulièrement virulents lors d'une assemblée générale de l'ONU de surcroît, où Donald Trump avait menacé la Corée du Nord d'une destruction intégrale. Les propos sont très très forts. Et où finalement on se retrouve en juin 2018 avec une rencontre au sommet. Il faut quand même rappeler une chose, jamais un président des États-Unis n'avait rencontré un homologue de la Corée du Nord depuis la création de la Corée du Nord, c'est-à-dire depuis les années 50. Et en plus, pour avoir revisionné les images, ce qui est assez étonnant, c'est que le président de la Corée du Nord et Donald Trump se serrent la main. Il faut rappeler que lors de la signature de l'armistice en 1953, les Américains et les Nord-Coréens avaient refusé de se serrer la main. Donc on est sur 12 mois d'intervalle, sur une politique dont on voit bien qu'elle est quand même, elle peut paraître contradictoire dans un premier temps. Quant au lien avec la Russie, on voit bien qu'on oscille entre une volonté que d'afficher une amitié plus que très proche avec Vladimir Poutine, avec la possibilité de relancer une guerre froide, ce qui ne simplifie pas la grille de lecture, même si, in fine, on s'efforcera quand même de dégager une impression générale sur ce que pourraient être les logiques que suit Donald Trump à l'heure actuelle. Alors, pas de discours fondateur, pas d'action clairement définie, cohérente en tout cas. On a d'autres sources en géopolitique, c'est continuer en comparant, et notamment en comparant avec des grands systèmes, avec la perspective historique. Hein. Donc on va rentrer dans des éléments de comparaison pour voir s'il y a quelque chose qui se dégage. Absolument. Premier ordre de comparaison, c'est avec les doctrines qu'on a évoquées. Où situe Trump par rapport à l'héritage historique des États-Unis? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il serait évidemment beaucoup trop fastidieux d'énoncer toutes les doctrines une par une, on en a énoncé quelques-unes, donc il faut s'efforcer de les rassembler. Et là, je crois qu'on peut effectivement en dégager 3 principales. Il y en a une qu'on qualifiera alors de machiavélique, c'est ce que fait un auteur, Gérard Chaliand, dans un ouvrage « America is Back ». Ce qui est intéressant, c'est que si l'ouvrage est un peu marqué 2003, je le conseille aux étudiants parce qu'il a tendance justement à essayer de rassembler quelles seraient les grandes traditions historiques. Et là, il y en a 3, donc il y aurait une logique réaliste dans laquelle le rapport de force compte et dans lequel il faut s'abstenir de toute perspective morale. Ce serait plutôt Theodore Roosevelt avec la théorie du big stick qu'on énonçait tout à l'heure. Il y en aurait une seconde qui serait morale, voire moralisatrice. C'est très important ça, c'est-à-dire que non seulement on s'insère dans une logique de morale dans les rapports,
mais presque un peu comme un pédagogue qui aurait une sorte d'ascendance sur les autres pays parce que les États-Unis auraient une histoire particulière ou un destin particulier aux États-Unis. Il ne faut pas oublier ça parce que dans cette logique, on en perçoit toujours la dimension positive, mais on en oublie toujours la dimension qui pourrait tendre sur un certain hégémonisme. Or, dans Woodrow Wilson, on voit toujours la sphère un peu pacifiste, presque un peu de façon naïve, mais on en oublie le fait qu'étant professeur lui-même d'ailleurs, il avait l'intime conviction que les États-Unis étaient chargés d'une mission presque divine. C'est d'ailleurs dans le préambule de la Constitution, ça vient de Thomas Jefferson. Donc en fait, il y aurait cette deuxième grande ligne, et puis il y aurait une troisième grande ligne qui est beaucoup plus tardive ou postérieure, qui est incarnée par Ronald Reagan, dans laquelle il y aurait la conjugaison à la fois d'une approche réaliste, mais d'une approche qu'on pourrait presque qualifier de messianique, face à l'empire du mal qui est décliné dans un discours célèbre de Reagan et qui serait l'Union soviétique. Donc, pour synthèse, plutôt une démarche ultra-réaliste, une démarche morale et une démarche qui combinerait les deux. Mais franchement, il va falloir qu'on aille un peu plus loin parce que, eu égard à ce qu'on a dit précédemment, les décisions qui sont prises par la présidence Trump depuis 18 mois ne permettent pas, en termes de cohérence, de déterminer s'il se rattacherait à l'une de ces trois sources principales. Il va falloir aller chercher encore plus loin dans le passé et voir s'il y a une sorte de stratégie culturelle américaine qui est inhérente à la politique américaine depuis sa genèse. Oui, alors ça, le point que vous soulevez est intéressant, me semble-t-il, parce qu'il permet en plus d'aborder un point qui me paraît très important pour nos étudiants, c'est la logique de culture stratégique. Et c'est intéressant dans la perspective où ils vont travailler en entreprise, et où il y a un auteur qui est bien connu de nous deux, qui est un sociologue, qui est Michel Crozier, qui très tôt, en 1977, dans un ouvrage célèbre, L'acteur et le système, avait démontré qu'on pense être totalement libre dans ses choix stratégiques, mais souvent, même de façon inconsciente, on a tendance à reproduire des schémas parce qu'ils auraient réussi d'une part, mais aussi parce qu'ils correspondent à une lecture culturelle ou à une lecture qu'on se fait du monde. Alors ce qui est intéressant, en plus de surcroît dans cet ouvrage, c'est qu'il utilise un événement des relations internationales, la crise des missiles de Cuba, et il montre justement que Kennedy va résister à une tendance lourde de l'état-major américain qui préconisait, il faut quand même rappeler, un bombardement intégral de l'île. Si vous me permettez de développer un tout petit peu cette idée, je trouve que c'est d'autant plus intéressant que quand on prend le sport roi ou majeur aux États-Unis, qu'est le football américain, qui a été créé par l'université d'Harvard dans les alentours de 1895-1896, on voit bien que, en plus, les États-Unis aiment bien anticiper en termes de stratégie, ce qui nous ramène à la logique de doctrine. Le football américain est un sport qui a été inspiré du rugby, mais dans lequel les Américains se sont dit, pour réduire les risques, il faut anticiper les actions en construisant en amont les stratégies. Et donc, en fait, il y a déjà ce premier ouvrage qui est fondamental. Et puis, il a été complété par un ouvrage de Bruno Colson, qui cherche à comprendre la culture stratégique américaine. C'est un ouvrage de 1993, dans lequel il dégage un certain nombre de points qui sont saillants depuis 200 ans. Et ce qui est intéressant, justement, dans la perspective de la présidence Trump, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que les Américains, alors évidemment avec des nuances, parce que là, on est quand même sur plus de 200 ans, ont plutôt, en règle générale, une diplomatie qui est assez soft, pour utiliser un terme anglo-saxon, ou souple, mais une fois qu'ils sont dans un conflit, par contre, ils s'avèrent particulièrement décidés et particulièrement durs dans leur choix. Il faut rappeler le choix quand même des 2 bombes nucléaires sur les Japonais, on a tendance à l'oublier. Et puis la guerre de sécession qu'ils se sont infligés eux-mêmes, ou, on va dire, par la suite, la guerre du Vietnam. Donc en fait, ce qui ressortirait de manière saillante de cette analyse-là, même si ça ne suffira pas pour expliquer la doctrine Trump, c'est que quand même, il y a une certaine... une fois que les États-Unis ont fait un choix, et notamment qu'ils se retrouvent dans une situation militaire, ils ont tendance quand même à assumer des choix stratégiques assez violents. Donc, premier ordre de comparaison, c'est par rapport aux doctrines. Trump par rapport aux doctrines antérieures. Trump, deuxième ordre de comparaison par rapport à la culture stratégique américaine. Ce qui nous amène à un troisième ordre de comparaison qui va être crucial, c'est le contexte géopolitique international. On est en 2018 et on a parfois tendance, et c'est un biais qu'on a tous, à penser le monde comme si nous étions en 1945. Or, il y a eu des changements majeurs. Et peut-être que ça, c'est une grille de lecture pertinente pour comprendre l'action de Trump. Oui, c'est ce que je trouve qui est assez intéressant, peut-être même le point le plus intéressant et le plus paradoxal. Parce que vous évoquez à juste titre la césure de 1945. Il y en a une seconde qui me vient aussi à l'esprit, si vous me permettez, c'est celle de la chute du mur de Berlin en 89 et puis de la fin de la guerre froide, alors 89, 91, bon. Parce que finalement,
On a eu l'impression, à juste titre, que l'Union soviétique s'écroulait et qu'à la suite de la guerre froide, où pour globaliser, on avait deux grandes puissances que tout opposait, l'Union soviétique d'une part et les États-Unis d'autre part, tout d'un coup on se retrouvait avec une seule puissance qui peut-être n'avait pas augmenté ses capacités intrinsèquement, mais qui de fait se retrouvant seule, avait une puissance telle qu'elle ne l'avait jamais eue. D'ailleurs, on rappellera que c'est à cette époque-là qu'on construit les concepts de gendarmes dans le monde, de rogue states ou d'États voyous. C'est-à-dire qu'on aurait un monde globalisé, c'est là où le concept de mondialisation commence à émerger, et où il y aurait juste que 2 ou 3 États qui ne se comporteraient pas de façon honorable et qu'il conviendrait de sanctionner sous mandat onusien. Je pense notamment à la guerre en Irak, la première guerre en Irak, entre août 1990 et février 1991. Et c'est très important parce que, en fait, j'ai l'impression que cette césure-là, tout le monde l'oublie. On est 20 ans après. Et il n'est pas certain que les États-Unis aient la même latitude de par l'émergence de nouveaux pays, d'une part, et ni les mêmes moyens de par peut-être un fléchissement ou une compétition accrue. Je pense notamment à la Chine. Donc ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à conserver l'idée d'États-Unis qui serait unilatéral. C'est un concept intéressant, c'est-à-dire l'unilatéralisme, ils seraient seuls à décider, alors que leurs moyens seraient en train de diminuer. Et je me demande si ce n'est pas là le point d'entrée à privilégier pour comprendre ce que pourrait être une doctrine Trump qu'on va s'efforcer de la dégager maintenant. Alors allons-y, je vous propose d'y aller. Qu'est-ce que c'est que cette doctrine Trump ? Si on conjugue un petit peu l'ensemble des comparaisons qu'on vient de construire, ce qui est assez intéressant, c'est que d'abord, c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment que c'est assez décousu, mais il y a quand même 2 ou 3 tendances lourdes qui se dégagent. D'abord, il y a une confusion assez marquée entre l'aspect financier et l'aspect géopolitique. Et là, il y a un dossier qu'on n'a pas encore évoqué et qui me paraît fondamental, c'est les liens entre les États-Unis, alors ça nous concerne au premier chef, et l'Union européenne ou l'OTAN. Et ça s'est manifesté à la fois lors de la réunion du G7 le 9 juin 2018 et lors du sommet extraordinaire de l'OTAN à Bruxelles le 11 juillet 2018. Parce que là, sous forme de tweet d'ailleurs, Trump a clairement signifié la problématique suivante. De son point de vue, il n'est pas acceptable que les Américains consacrent 3,5 à 4% de leur PIB, ce qui vient aux alentours de 700 milliards de dollars pour cette année, l'année en cours, alors que les Européens, malgré leurs engagements, c'est vrai qu'il faut être honnête, il n'y en a que 7 sur 27 ou sur 28 si on considère le Royaume-Uni, qui seraient aux 2% tels que les Européens avaient promis de le faire en termes d'engagement financier militaire. Donc l'argument de Trump consiste à dire c'est quand même inconcevable que ce soit nous qui assurions la sécurité des Européens qui en profitent pour en même temps nous faire une guerre commerciale, nous inonder avec leurs produits, et là on voit bien que l'Allemagne est particulièrement visée. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, sous couvert de rodomontade, si vous me permettez ce terme, d'unilatéralisme ou de pouvoir fort, on voit bien que là, s'il y avait à faire une synthèse en termes de slogan, c'est America's First, tel que d'ailleurs Trump l'utilisait beaucoup dans ses discours lors de sa campagne. En fait, on pourrait se demander si, sous un discours qui a l'air très fort, il n'y a pas une faiblesse qui a l'air de se mettre à nu, et c'est le lien par rapport à notre intervention précédente, parce que là, les Américains, paradoxalement, décident de plus en plus seuls, parce qu'ils sont de plus en plus omnibulés par des questions financières. Là, il y avait un ouvrage de Bob Woodward qui était assez intéressant, qui date de 2010 et qui datait de la présidence de Barack Obama. Parce que ce qui est marquant de cet ouvrage par rapport à la dialectique qu'on cherche à appréhender ensemble, c'est que Bob Woodward montre qu'à un moment, quand Barack Obama est soumis à la question de savoir s'il va envoyer un nouveau contingent en Afghanistan, parce que c'était la question, et surtout quelle est l'amplitude de ce contingent, Obama fait un choix intermédiaire, mais qui est moins dicté par des raisons stratégiques que par des raisons financières. En gros, le président américain dit clairement « on n'enverra que 30 000 hommes et pas 100 000 hommes comme l'armée américaine le souhaite, parce que ça coûterait trop cher aux contribuables américains. » Donc là, on voit bien qu'il y a une obsession financière. Et que c'est sous l'aspect de cette obsession financière que, en fait, Trump, on le voit bien, cherche à dégager de l'argent pour dire qu'il veut réinvestir aux États-Unis. Et on voit bien que, notamment parce qu'il va y avoir les élections de mi-mandat aux États-Unis, il ne faut quand même pas oublier ça, il veut montrer aux électeurs américains qu'il n'est plus question que ce soit les Américains seuls qui assurent la sécurité du monde. Donc je pense que ça explique qu'on soit beaucoup plus au coup par coup sur les dossiers, parce qu'on est omnibulé par l'immédiateté de la rentabilité à la fois politique et financière. Et peut-être que la doctrine Trump
est une doctrine qui conjugue, de ce point de vue-là, et les logiques, alors je ne dirais pas moralisatrices parce que ça pourrait peut-être être un peu paradoxal, mais en tout cas de politique intérieure, un peu comme Woodrow Wilson, mais d'ultra-réalisme comme Theodore Roosevelt. Ce qui serait peut-être intéressant, Olivier, en guise de conclusion, c'est de finaliser 2 questions d'ouverture que nous amènent à nous poser naturellement cette question qui est relative à la doctrine Trump. C'est d'une part, est-ce que cette doctrine Trump, ou ce qu'on s'efforce d'en dégager, ça ne nous amène pas à nous poser la question sur quels sont les moyens réels des États-Unis dans le monde aujourd'hui, d'un point de vue financier et militaire, c'est-à-dire est-ce que finalement on n'est pas en train de conserver une image un peu ancienne, mais qui ne correspondrait plus à la réalité, avec des moyens qui seraient en train de s'amenuiser. Et puis il y a un deuxième point, c'est de savoir si finalement Trump serait une exception dans cette lecture, ou si plutôt c'est une tendance lourde. Et donc s'il y aurait, de ce point de vue-là, plutôt encore des différences marquées entre le Parti républicain et le Parti démocrate, ou plutôt un consensus lourd qui serait finalement prisonnier d'un certain nombre de réalités objectives auxquelles on n'arriverait pas à échapper. Fabrice, je vous propose une chose. Ces 2 questions, nous allons les poser aux étudiants sur le forum des rendez-vous de la géopolitique et ce sera à eux de déterminer quel axe ils privilégieraient. Et on répondra à cette question lors d'une prochaine séance. Bien volontiers. Merci Fabrice. Merci Olivier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle séance. On se retrouve très bientôt pour les rendez-vous de la géopolitique.